Christiane Jataï, alors vous êtes comédienne, metteur en scène, écrivainte aussi. Vous avez un pied à la philosophie, un autre pied au journalisme. Et on dit toujours que vous travaillez d'un côté avec le théâtre, avec l'autre le cinéma, avec le documentaire et la fiction, et que vous avez une vocation politique de changer la société. Vous vous sentez commode avec cette définition? Oui, c'est vrai. Je suis metteuse en scène et je travaille toujours dans ces deux territoires, entre le théâtre et le cinéma. Et aussi sur la question du documentaire et la fiction, parce que ça m'intéresse beaucoup l'idée, la relation entre le réel et le fictionnel sur scène. Et comme nous avons parlé avant, la question des jeux, c'est vraiment important pour moi. Donc, le temps que j'ai été comédienne, ça m'aidait beaucoup pour comprendre où je peux aller plus loin avec la relation même entre le théâtre et le cinéma. Parce que quand on joue avec ces deux langages sur scène, bien sûr que c'est aussi lié à comment un comédien va jouer dans les cadres du cinéma et sur scène. Donc, toute cette recherche, c'était vraiment important et je pense que d'abord passe pour les jeux entre les comédiens et les comédiennes. Oui, en fait, en regardant tes pièces, je me posais la question de si la façon de travailler avec les comédiens change autant qu'ils doivent travailler pour la caméra et en même temps pour le spectateur. Oui, ça change, mais toute ma recherche, c'est même trouver une façon où la présence et les jeux peuvent être dans la même taille, dans le même espace. Parce que quand je joue, par exemple, entre le théâtre et le cinéma, comme Julia, et j'ai montré tout mes travaux ici, donc nous sommes dans le même espace, donc le cinéma et le théâtre, c'est possible de voir en même temps, donc la présence de Julia et de Rodrigo au théâtre est en train de filmer en même temps, donc c'est un peu moins important si ça marche bien, complètement parfait au cinéma et au théâtre, parce que c'est la jonction de les deux choses qui va arriver. Mais dans le cas, par exemple, des les trois sœurs, What If Went to Moscow, où je montre le théâtre au théâtre, et je suis en train de filmer, et au cinéma, un autre groupe de personnes vont voir les films. Ça, c'est vraiment intéressant de découvrir comme on peut arriver dans une qualité de jeu qui va être parfait dans les deux. Parfait, ne c'est pas un bon mot, mais bon, ça va arriver dans les deux expressions artistiques. Et ça, c'est même la recherche du travail. Oui, j'ai beaucoup aimé la façon que tu as travaillé avec les projections, que d'habitude c'est super frustrant dans le théâtre. D'habitude, les projections, c'est juste un rideau derrière le personnage. Et dans ton travail, il y a toujours une interaction, c'est toujours une partie de la dramaturgie. Oui, c'est vrai. Je pense que le cinéma, pas uniquement sur la question de la projection. Pour moi, c'est lié à la dramaturgie, à les points de vue que je peux provoquer avec ça. Et il y a la projection, mais je pense aussi la question de la caméra, la présence de la caméra liée à l'histoire que nous sommes en train de raconter, ou par exemple, même la table de montage. Donc, c'est pour penser les dispositifs cinématographiques. Par exemple, maintenant, impossible d'oublier qu'il y a des caméras qui sont ici. Oui, merde. Regarde. Et même oublier qu'il y a des personnes qui sont là-bas et qui nous regardent. Donc, cette conscience de tout et de l'utilisation de toute cette présence dans la dramaturgie, dans l'histoire que nous sommes en train de raconter, c'est ce qui m'intéresse
quand j'ai dû pour construire un troisième espace avec le théâtre et le cinéma. Oui, c'est joli, l'idée du troisième espace. Ouais. Je dis toujours que le cinéma, c'est une façon d'être en deux temps et deux espaces en même temps. Et ça, dans tes pièces, c'est encore plus développé. Ouais, parce que c'est même impossible de penser qu'ils vont garder complètement chacun sa présence sans construire cette troisième espace, ce troisième creusement où les regards et la présence du public va construire quelque chose au moment présent. Je toujours parle que le théâtre, c'est sur le moment présent, donc le théâtre n'existe pas dans le futur, dans le passé, dans le sens qui c'est juste le moment que nous sommes en train de montrer quelque chose, que le théâtre existe, parce que quand on filme le théâtre, ne c'est pas le théâtre, c'est une autre chose. Et le cinéma, c'est toujours l'art de passer. C'est non? toujours un passé avec l'illusion du présent, oui. Quand nous sommes en train de voir un film, on pense que c'est sur le moment présent, mais c'est vraiment quelque chose qui a enregistré au passé. Et donc, ces deux temps sont aussi partie de la question de ce troisième espace, de ce troisième temps, où je suis en train de penser quand j'écris ou quand je pense on a mise en scène. Oui, tu as développé une sorte de troisième temps que je ne sais pas comment dire, c'est un temps suspendu. Non? Il y a des dialogues entre les présents et des images que le spectateur arrive à reconnaître bien, qui sont filmées, et en conséquence appartiennent au passé. Mais il y a un vrai dialogue entre ces temps. Oui, il y a un dialogue entre ces deux temps, parce que c'est même la caractéristique principale de chaque expression artistique. Mais c'est aussi parce que je pense qu'on joue avec l'idée de la mémoire. Et donc, et la mémoire, elle est présente dans la tête des spectateurs de différentes manières. Donc, par exemple, quand on parle de Julia, qui c'est Strindberg, ou Les Trois Sœurs, qui c'est Tchekhov, ou même par exemple la Odyssée, Les Présents qui débordent, qu'on a montré aussi ici. Et j'ai joué aussi sur ces deux temps, les présents que nous sommes en train de regarder encore regarder les mêmes matériels, mais aussi sur la mémoire qui a resté dans la tête de chacun qui est en train de voir la pièce. Et pourquoi c'est si important pour toi la possibilité de réécrire, la réécriture du passé? Parce que je pense que si on ne regarde pas au passé, on va répéter le futur. Et donc, je pense que c'est important qu'on vraiment fasse attention à ce qu'on a déjà vécu pour qu'on puisse construire un futur différent. Et ça, pour moi, c'est aussi partie de l'idée politique. Maintenant, nous sommes en train de revivre, et au Brésil aussi, beaucoup, et en Europe, la présence du fascisme, les risques du fascisme. Même déjà la réalité du fascisme. Oui, c'est la réalité. Donc, si on ne regarde pas au passé pour voir c'est quoi que ça veut dire, c'est quoi que ça a provoqué dans notre société, on va répéter infinitement. Donc, c'est pour ça que pour moi, penser sur ces trois temps, c'est même penser sur l'idée de l'échangement. C'est une façon d'avoir de l'espoir encore. Hein? Oui, bien sûr. Ou peut-être une utopie. Oui, c'est un côté que j'aime bien de ton travail. Il y a jamais de nihilisme. Peut-être ça fait, dans les siècles passés, peut-être le nihilisme était une façon de révolte. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout la révolte. Oui, c'est intéressant ça, l'idée. Oui, et je pense que je suis... L'idée de... Je pense toujours si je suis nihiliste dans le sens que je ne peux pas... Je vais faire tout un effort pour croire qu'on peut changer, mais c'est possible de changer. Ça, c'est une question que je me pose. Mais bien sûr, que je pense que c'est important qu'on ne pas reste dans cette idée nihiliste, qu'on ne va changer rien, parce que sinon, on ne va vraiment changer rien. Il y aura des autres qui vont ne changer pas pour nous. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et c'est même une responsabilité, je pense, avec la nouvelle génération, qu'on ne va pas laisser un monde où on n'a pas d'espoir. Non? Oui, nous, les adolescentes. Oui, nous, nos adolescents. Et par rapport à la réécriture, il y a bien sûr la réécriture des imaginaires anciennes, des classiques, mais dans le processus de ton travail, il y a aussi la réécriture pendant que les pièces marchent dans son parcours. Sont en train de circuler, de faire les tournées. Vous changez plein de choses. Oui, je change. Parce que si on parle de changement, nous sommes obligés d'avoir l'espace pour changer ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ici, le théâtre, c'est l'art du temps présent. Le temps présent aussi change. Et donc, je n'ai pas la peur de changer les spectacles pour ça. Et aussi parce que, pour moi, un spectacle, il ne finit pas au moment de la première. Un spectacle commence une nouvelle expérience à partir de la première et toujours. Et donc, il y a des grands changements, il y a aussi des petits changements, mais le plus important, c'est que nous sommes tout le temps en train de réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire. Et même sur le côté cinéma. Parce que si on pense, OK, changer le théâtre, on peut changer, non? Parce que c'est sur l'art vivant. Mais comment faire pour changer le cinéma? Et on a réussi ça. Et je parle toujours avec mon team, l'équipe, Paulo Camacho, par exemple, qui c'est les mecs qui travaillent la photographie, le montage avec moi. Et on dit, c'est incroyable parce qu'on change un film pour cet matin qu'on va montrer ce soir. Donc, il ne s'est pas changé pour changer, mais changé pour donner plus de sens, pour aller, pour approfondir ce que nous sommes en train de parler et pour avoir une vraie relation avec le public. Parce que aussi, si n'arrive pas dans ce moment-là à le public qui est en train de voir, n'arrivera jamais. Donc, repenser, retravailler et profiter de la possibilité d'avoir la présence du public pour comprendre ce que nous sommes en train de faire, c'est même un cadeau, non? Et alors, c'est comment le processus de création de tes pièces? C'est un procès d'aller-retour entre le cinéma, la recherche documentaire et la création dans la scène? Et chaque travail, il y a une histoire différente. Mais il y a toujours quelque chose qui fait comme des couches qui se somment. Et donc, je pense que beaucoup de mon travail, il y a une recherche documentaire d'abord, comme par exemple le Batif de Moscou, où j'ai fait un documentaire, ou la forêt qui marche, que c'est aussi un autre travail que j'ai montré ici. Ou maintenant, après le silence qu'on va montrer. Donc, il y a une recherche que je filme parce que la caméra, c'est aussi la manière que je trouve pour regarder le monde, pour peut-être m'aider à organiser mon pensée, parce que quand on fait comme ça, on peut, OK, même que nous savons que le cadre ne c'est pas juste ce que nous sommes en train de voir. Et après, cet matériel peut faire partie du travail ou pas, même que c'est dans l'histoire du travail. Et la relation entre le théâtre et le cinéma, au moment que nous sommes en train de construire les spectacles, la pièce, c'est tout en même temps. Et c'est vraiment connecté. La présence de la caméra, et les pensées de comment la caméra va arriver sur scène, et la projection. Donc, quand j'ai écrit, par exemple, un scénario, il y a comme des colonnes où les films, les théâtres, les sons du cinéma, les sons du théâtre, les in au théâtre, les off au cinéma. Donc, il y a même comme jamais c'est un texte comme ça, c'est toujours un texte avec des colonnes. Oui. Ouais. C'est drôle parce que la première fois qu'on a projeté des images dans le théâtre, c'était au 19e siècle. Ouais.
C'était juste après l'invention du cinéma, c'était dans le lycée ou à l'opéra. Ouais. Ils ont projeté parce que c'était Wagner, Mhm. il y avait des projections derrière. Mhm. Mais ça n'a pas bien marché, parce qu'à l'époque, le public, les spectateurs de l'opéra avaient envie de voir la pièce. La grande culture, Ouais, c'était ouais. quelque chose d'ancien, prestigieux. Et le cinéma, c'était la modernité, quelque chose de plus populaire. Et aujourd'hui, je trouve que le spectateur du théâtre est beaucoup plus ouvert que le spectateur du cinéma qui a plus besoin de réalisme. Et qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce mélange? C'est intéressant ça, parce que j'ai un ami qu'il a dit, le cinéma, liberté, le théâtre. Et c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est grâce au cinéma que le théâtre peut faire n'importe quoi. Ce qu'il veut. Mais je pense aussi qu'il y a, quand on pense le cinéma dans le sens d'être cette obligation d'arriver, parce que le cinéma c'est comme un funnel, non, pour que tu peux montrer ton travail, tu vas passer, la dispute, tout ça, c'est vraiment difficile d'arriver. Je connais déjà beaucoup de personnes qui ont fait des films qui jamais ont arrivé à la salle de cinéma. Oui, la majorité. La majorité, donc, mais maintenant, on gagne, mais aussi on perd pour les streaming, donc, parce que le cinéma des auteurs, non, le cinéma qui c'est le plus d'expérimentation, ils perdent d'espace. Mais je pense aussi que ça, c'est temporaire, et parce que c'est un art où on peut provoquer quelque chose qu'il n'y a pas d'autre expérience différente qu'être dans une salle de cinéma, dans obscur, en train d'être avec, non, l'expérience du cinéma. Donc, ouais. Oui, je pense aussi que c'est toujours des cycles. Ouais. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir, je pense. Il y a une chose que je pense, quand je vois tes travaux, tes pièces, de quelle façon, j'imagine que c'est quelque chose conscient, j'imagine. Mais tu travailles beaucoup avec la immersion émotionnelle, mais aussi avec la distance. Il y a des moments où tu casses l'immersion pour avoir une expérience, une sorte de recul. De quelle façon est-ce que tu travailles ça? De quelle façon est-ce que tu prends ces décisions? Ouais, c'est curieux parce que je pense qu'on peut travailler avec l'émotion et avec les pensées en même temps. Donc, c'est ça que je veux. Donc, j'assume que le spectateur est intelligent et qu'il va faire une contribution. Et donc, cet éloignement du spectateur, c'est pour lui donner la possibilité de dire « Ok, je suis en train d'écrire cette œuvre, non, avec toi. » Mais aussi, je pense que c'est important qu'on peut aller dans l'émotion pour être ensemble, pour être avec. Et parce que quand on pense sur la question politique, pour moi, c'est aussi penser comme que je regarde l'autre, pas comme quelqu'un qui c'est différent, mais c'est quelqu'un qui peut être avec moi, qui peut être moi-même. Et ça vient pour l'émotion, je pense. Vient pour la possibilité de l'empathie, de la connexion. Et donc, pour moi, ne c'est pas tout le temps conscient dans le sens que je pense je vais construire une chose pour donner, pour manipuler ça, mais j'ouvre les deux possibilités. Je suis en train de construire cette possibilité. Et aussi, quelque chose qui aussi c'est lié au cinéma, qui c'est avoir une vraie relation entre les personnes. Donc, pour moi, le théâtre, c'est même l'espace entre. On a cet entre et le entre aussi, comme un triangle. Mais cette chose qui c'est vrai, ce qui se passe entre deux personnes, et qui c'est plus que le naturel, c'est le réel, vraiment. Ça, c'est où je pense qu'il rentre l'émotion. Parce que c'est où le cinéma arrive pour l'émotion aussi. Quand tu peux reconnaître quelque chose qui
tu as vécu, donc c'est part de ta vie aussi. Oui, oui, je suis super d'accord avec ça. Non? Ça serait incroyable d'avoir ces sortes de pensées qui arrivent à intensifier l'émotion et les émotions qui arrivent à multiplier la pensée. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très naturel pour nous, mais ça ne marche pas toujours Ouais, pour ouais, tout bien le monde. sûr. Ouais. Oui. Et t'ai entendu expliquer que tu ne fais pas la différenciation entre personnage et personne dans tes pièces. Oui, c'est parti de ça qui nous venons de parler. Euh, 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 j'ai dit que les personnages, il est transparent, qu'on peut voir la personne qui c'est derrière. Donc, les personnages, pour moi, c'est plus ce qui se passe entre les personnes et l'histoire que nous sommes en train de raconter, qui vraiment construit quelques idées d'un personnage. Même que le personnage, il est là, parce qu'ils sont en train de vivre une histoire, et quand nous sommes en train de vivre une histoire, il y a un personnage. Mais cette friction entre les personnages et les acteurs, entre la réalité et la fiction, donc c'est les frontières qui sont un peu effacées. Et c'est où je pense qu'on peut aller dans une expérience qui c'est peut-être que ça qui se passe, c'est unique. Et donc, c'est vraiment sur le moment présent que les choses peuvent déborder de ça. Donc, j'ai dit que je suis en train de construire, nous sommes en train de construire une structure, vraiment, pas pour être dans cette structure, mais pour tomber, pour ouvrir des espaces pour les accidents, comme la vie. Non? Parce que nous sommes ici, quelque chose peut passer et changer tout. Oui. Et comment on peut trouver ça sur une idée de la répétition du théâtre? Et je pense que ça vient aussi de l'idée que nous ne sommes pas... que le plus important, c'est construire une logique du personnage, mais être plus présent, plus vivre sur l'idée de la réaction et de profiter de ce qui se passe entre nous. Oui. Et par rapport à ça, je pense que tu aimes aussi l'idée de provoquer dans le spectateur la sensation que les choses sont improvisées, Ouais. que ce n'est pas quelque chose d'écrit. Ouais. Ouais. Pas parce que pense l'improvisation c'est meilleur, mais parce que quand nous sommes au théâtre, il y a tout le temps nous sommes en train de quelque chose qui peut passer, qui sera surprenant. Et le théâtre peut provoquer ça parce que les personnes sont là. Oui, les choses qui ne sont pas calculées, qui sont inattendues. Ouais. Et donc, on travaille pour trouver ça. On travaille pour provoquer ça. Pour vraiment penser sur cette idée de l'art du temps présent. Je dis toujours qu'il n'y a pas une idée de vérité, mais s'il existe l'idée de la vérité, quand on parle de philosophie, non, sur la recherche de l'idée de la vérité, c'est quoi la vérité? La seule vérité au théâtre, c'est que nous deux qui sommes ici, comme nous sommes sur scène, et les personnes qui sont en train de voir, donc les publics sont en train de voir la même chose. C'est ça la vérité. Et pour ça, je pense que la seule possibilité de ça arriver, c'est que nous sommes vraiment dans la même chose. Donc, c'est moins sur ce que nous sommes en train de construire et plus sur ce que nous sommes en train de réagir. Mais bien sûr qu'il y a une construction pour ça. Mais peut-être que ce sera différent à chaque jour. Ça, c'est l'espoir. Comme la vie, non? Tu viens de parler de la philosophie et tu as une formation philosophique. De quelle façon est-ce que ça a changé ton façon de travailler dans le théâtre? Parce que j'ai étudié le journalisme, et le cinéma et le théâtre. Et après, j'ai fait une pause en philosophie dans une carrière qui s'appelle Art et Philosophie. Donc, c'est toujours lié sur l'idée de la création et de la pratique. Et c'est important c'était important et ça continue à être important pour me donner plus d'outils pour créer, non, pour penser. Donc, il y a aussi l'inquiétude
de ne savoir pas. La philosophie, c'est l'amour pour les pensées, non? Donc, et aí je peux parler des philosophes qui m'ont inspiré, tout ça, mais ça change parce que c'est aussi comme nous sommes en train de revisiter les passés. Parce que quand nous sommes en train de lire la philosophie, c'est aussi comme nous sommes en train de regarder ce qu'ils ont déjà pensé pour construire un futur. Non? Il y a des metteurs à penser qui t'aident aujourd'hui encore? Pas beaucoup, mais oui. C'est bizarre quand tu as dit de nihilisme parce que j'ai travaillé beaucoup sur Nietzsche pendant un temps. Et après Deleuze, ça m'intéressait beaucoup. Et beaucoup aussi pour la relation avec le cinéma et toute son pensée sur le cinéma. Et après Derrida. Et bon. Et on peut parler ici pendant... Oui. Ouais. Oui, par rapport à Deleuze, il a écrit l'image-temps et l'image-mouvement. Et je trouve qu'il a oublié l'image espace. Ouais. Et c'est ça que tu travailles. Oui, c'est vrai, justement. c'est vrai. C'est vrai. Et bon, tu vas montrer à Girona Después do Silencio. Ouais. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu travailles avec des images qui ont été enregistrées pour un autre cinéaste, en ce cas par Coutinho, Ouais. le célèbre cinéaste. Tu connais Oui, c'est vrai, oui. ouais, Eduardo Coutinho. Oui, c'est la première fois, c'est vrai. C'est la première fois que j'ai déjà travaillé avec des références cinématographiques, par exemple à La Règle du jeu, que j'ai dirigé, donc j'ai fait une mise en scène et aussi un film à partir des films de Jean Renoir. Au même entre Chien et Loup, on a un débat, une discussion, un dialogue entre moi et Dogville et Las Ventries. Donc, oui, c'était dur. Pour parler du fascisme. Mais jamais j'ai utilisé des images qui ne sont pas les images, les miennes, donc des choses que j'ai produites. Et maintenant, oui, on montre des images de Eduardo Coutinho, du Cabra Marcado para Morrer. Les moments que j'utilise des images, c'est vraiment clair que sont des images d'Eduardo Coutinho. Donc, les documentaires arrivent comme partie d'une explication sur les documentaires. Donc, mais Eduardo Coutinho, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelqu'un qui, je pense, qui a fait un travail incroyable. C'est un peu l'opposé parce qu'il a cherché l'idée de la fiction dans la vie, dans les documentaires, non? Au cinéma. Et j'utilise aussi les dispositifs qu'Eduardo Coutinho a utilisés pour faire les films. Okay. Parce que l'histoire du film, c'est qu'il a commencé à filmer les tournages en 1962. Non, 1962, Jean-Pierre Teixeira est mort. Et donc, 1964... Il était un syndicaliste, tu crois? Oui, il était un homme qui a lutté pour les droits de la terre, d'avoir la terre. Donc, ce n'est pas vraiment syndicaliste, mais c'est quelqu'un qui a lutté pour l'organisation des gens du champ pour avoir les droits de la terre. La lutte qui continue aujourd'hui. Toujours, il est après le silence, c'est sur ça, c'est sur ce sujet-là. C'est comme ça, jamais arrivé de finir. Et comme ça, c'est lié à un processus d'esclavage, d'exploitation de la terre, des personnes, la plupart des personnes noires ou des peuples indigènes. Mais bon, au Brésil, mais je pense que si on pense plus largement aussi dans le monde entier, c'est la question de la terre, c'est la base de la déségalité. Oui, alors il y avait une façon de travailler assez similaire avec Coutinho, l'écrivain et toi, avec des variations différentes. Oui, assez comme inspiré, c'est une autre chose, bien sûr, parce qu'il y a le théâtre, il y a la performance, il y a toute une fiction qui est sur scène, non?
Et les 3 actrices, elles sont Gaia Linga, elle est liée à l'histoire de João Pedro Teixeira. Et Gal Pereira, elle vient de la communauté de la Chapada Diamantina. Et Juliana França, c'est une autre histoire, mais c'est une activiste, une femme forte, une actrice incroyable. Donc aussi, dans ce spectacle, la présence de l'histoire de chacun est là aussi. Par exemple, Gal Pereira, qui c'est l'actrice. Maintenant, je peux dire qu'elle est une actrice, mais elle n'est jamais même allée au théâtre. Je suis allée à Chapada pour faire la recherche des personnes pour commencer le film. Et oui, j'ai tombé amoureuse d'elle. J'ai pensé, c'est incroyable, c'est une femme incroyable. Il sera incroyable avoir Gao dans la pièce parce qu'elle va venir avec quelque chose qui ne s'est pas possible de trouver si on n'a pas une personne qui vraiment vient de cette réalité. Mais j'ai jamais besoin de faire concession dans le sens d'aller à ce que je vais d'une autre façon pour arriver. Bien sûr que je suis consciente qu'elle est en train d'apprendre, moi aussi. Donc, c'est toujours nous deux qui sommes en train d'apprendre. Et j'apprends beaucoup avec ces 3 femmes, avec l'histoire, parce que c'est un spectacle sur l'histoire de l'afro-descendant. Et donc, je suis blanc. Et donc, je suis toujours en train de vraiment écouter pour comprendre. Et Gao, par exemple, et même Gaia, elles sont en train d'une autre manière d'apprendre à travers de notre rencontre. Mais je pense, j'ai toujours l'idée qu'on peut vraiment être loin dans le sens de la langage et ne faire pas, ne pensez pas dans une idée que c'est un peu comme passer la main sur la tête et dire « Oui. elle ne sait pas ». Et tu penses qu'il y a des sujets que tu ne peux pas toucher parce que tu es blanche ou à travers le dialogue avec les autres, il y a toujours les moyens de toucher tous les sujets? Non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des sujets qui sont difficiles de toucher. Mais peut-être d'une manière indirecte, on peut aller. Par exemple, quand je fais Ithaque, qui c'est parce que la Odyssée, je fais un travail qui s'appelle Notre Odyssée. Et la première partie s'appelle Ithaque. Et c'est sur la guerre. Et c'est difficile de pas de montrer, mais de vraiment aller sur le sens de la guerre sur le plateau. On peut raconter, on peut imaginer, mais montrer comme le cinéma. Et le cinéma, il fait beaucoup, beaucoup, non? Et donc, j'étais obligée d'aller au cinéma, sur scène, pour avoir des images qui ne peuvent pas vraiment montrer, mais pour donner une sensibilité sur les sujets que nous sommes en train de parler. Donc, il y a la présence de la violence qu'on arrête, on laisse. Et c'est bien de laisser, je pense. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est là que tu as des témoignages de Syrie, Liban. Oui, dans la première partie, on a des témoignages dans Ithaque où les personnes, où nous avons fait des entretiens, pas filmés, juste on a fait un enregistrement d'audio. Et après, on a lu quelque chose, mais ça, c'est cet matériel. Mais les présents qui débordent, que c'est la deuxième partie, oui, ça, nous sommes allés à Palestine, au Liban, Grèce, Sud-Afrique. Afrique du Sud et Brésil, à l'Amazonie. Et c'était un peu l'opposé, c'est
parler avec les personnes qui sont en train de vivre les vrais Odyssées pour à travers la fiction d'Homère, raconter sur ces réalités. Donc, sont des artistes dans une situation des refuges, qui sont réfugiés maintenant, et qui ont, à travers l'histoire d'Ulysse, elles ont raconté ces traversées, ces histoires réelles des fuites de la guerre pour aller à Ithaque, non? Dans le sens aussi de la maison, de construire, de trouver la maison encore une fois. Et tu penses que d'une certaine façon, c'est toi qui parles à travers eux ou c'est eux qui parlent à travers toi? Je pense que c'est sur les dialogues. Peut-être c'est aussi sur le troisième espace, encore une fois. Le 3, c'est toujours avec toi. Hein? Ouais. Quand je parle sur pourquoi de faire les trilogies, c'est ça? Ouais, je me pose la question si c'est la même raison qui te fait travailler sur le troisième espace. C'est toujours les 3 qui nous donnent la sensation de complexité. Ouais, c'est une très bonne question. Ici, à l'Occident, c'est les noirs, les blancs, et la troisième chose, c'est déjà la complexité. Ouais, ça c'est vrai, il y a une phrase que j'utilise dans ma première trilogie qui s'appelle un chaise pour les monologues, 2 chaises pour les dialogues, 3 chaises pour la société. Et donc c'est ça, non, le théâtre, c'est les 3 chaises toujours. Et le cinéma aussi, même que la troisième chaise, c'est invisible au moment que nous sommes en train de faire. Oui, je pense que les 3, c'est toujours la manière de sortir, non? De sortir de nous-mêmes. Mais aussi, la trilogie, c'est parce que quand je commence une idée, il y a la première partie. Après, je pense que la deuxième, on arrive à quelque chose qui se développe. Il y a la troisième, c'est un peu pour sortir pour un autre moment. Donc, la trilogie m'aide à organiser mon pensée, je pense. Il y a une chose très jolie de Chris Marker, le cinéaste que j'adore. Moi aussi. Et tu te souviens, à Sans Soleil, il dit que c'est dommage que le cinéma a refusé les visages droits vers la caméra. Ouais. Et toi, tu joues toujours avec ça, dans les images que tu as tournées, mais aussi avec les comédiens qui regardent les spectateurs et qui parlent avec eux. Ça m'a touché que tu as parlé de Chris Marker. Ouais. Ça m'a fait penser dans ton travail, il y a toujours ce regard. Oui, il y a toujours ce regard, c'est vrai. Qu'est-ce que tu cherches avec ce regard droit, direct? Je pense qu'ouvrir. C'est bon, tu vois, comme réalisateur, tu sais que jamais que le cadre, il est la limitation du maximum qu'on peut faire pour aller, non, sur un... Comment je dis, c'est toujours sur ce que nous ne sommes pas en train de montrer, non. Donc, le cadre existe, mais en même temps, c'est sur ce que nous pouvons imaginer, et on peut aller comme plus loin sur cette image. Et donc, quand je pense sur ça, peut-être c'est pas pour essayer de toucher ce que c'est invisible, ce que c'est pas possible comme à la question que tu as posée au début. On peut vraiment aller à tout, non, à toute la subjectivité, à toutes les complexités qu'on vivre et qu'on pense et que l'art, à travers beaucoup de manières, cherche, trouver. La jonction encore les mots, la friction de ces 2 choses, mes possibilités ouvrir d'espace et ouvrir des silences peut-être, des silences dans le sens qui est écouter les personnes qui sont en train de
de contribuer encore une fois sur la construction du travail. Et par rapport au cadre, tu fais une chose super intéressante quand tu joues avec leur cadre, mais avec des comédiens qui sont sur la scène. Et on sait qu'ils sont là, mais ils sont derrière ils sont derrière l'écran ou derrière des panneaux. Comme à Julia, non? C'est ça que oui, ouais. Il y a les camarades qui parfois enregistrent un petit morceau. Mais c'est une façon de travailler leur cadre que le cinéma, que c'est impossible pour le cinéma. C'est une chose exclusivement théâtrale, c'est une idée cinématographique, mais qui peut arriver seulement dans le théâtre. Oui, c'est vrai. Dans les cas de Julia que tu as vu, c'est aussi la peut-être troisième, quatrième question, qui c'est il y a des choses qui, même avec le cinéma, même avec le théâtre, même avec la présence de la caméra, est invisible. Donc, qui se couvre, non? Qui c'est dehors de l'idée du cadre. Donc, ça continue à exister, cet espace de quelque chose qui c'est intangible. Oui. Et à différence du cinéma, autant que spectateur, tu as la sécurité qu'ils sont là. Oui. Dans ces cas-là, non? C'est hors cadre, mais c'est super tangible. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Et bien sûr que ça dépend aussi d'une autre chose, qui c'est où tu es placé, non? Donc, la salle, oui. Donc, si tu es placé à la gauche, bon, aussi comme la vie, à la droite aussi, ça change tout. Mais quand on pense sur le sens politique, mais ça veut dire que tu vas voir des choses dans un côté, et tu vas voir une autre chose, c'est complètement différent si tu es assis dans l'espace opposé. Et quand j'ai pensé Julia, j'ai essayé de m'asseoir à chaque pouvoir, un peu comme comme un travelling d'une caméra qui va changer complètement. C'est joli quand il y a les personnages, les comédiens coupés. Oui. Tu vois un morceau, mais... Ouais. Et par exemple aussi, encore une fois, sur les What If Went to Moscow, qui en même temps arrive le théâtre et le cinéma, et donc il y a une partie du public qui est en train de voir le théâtre, une partie du public au cinéma, et le cinéma, il est fait, donc le filmage c'est au théâtre au même moment, avec 3 caméras, et il y a quelque chose au milieu, encore cette frontière, qui s'est imaginée au moment que tu es au cinéma, c'est que se passe vraiment au théâtre, il est opposé, qui pour moi c'est l'idée de l'utopie aussi. Et quand je pensais sur partager le public pour faire un peu un split avec le public, c'est pour on peut jouer sur l'idée de l'utopie que les 3 sœurs ont avec l'idée d'aller à Moscou. Et Moscou, bien sûr, ne c'est pas Moscou, c'est l'idée d'aller dans quelque chose que tu as imaginé, qui n'existe plus. Et donc, et à la fin, je suis conscient que cet troisième espace, c'est dans la tête du public. Donc, c'est seul le public qui a vraiment cette expérience de voir les 2 espaces. Même les actrices, même moi, jamais on va voir les 2 espaces, parce que je suis toujours au théâtre. Parce que je suis en train de faire les montages, les actrices sont au théâtre, toujours. Ouais. Ça, c'est une autre chose. Je suis très active sur les travaux et donc, à What If Went to Moscow, je suis en train de faire les montages. À La Forêt qui marche, je suis en train de diriger, de donner les instructions au public. Donc, je pense aussi cette dehors de la scène qui est en train de changer la scène aussi. Oui, dans la version cinéma de ta première pièce, tu as expliqué que tu as même envoyé des messages aux comédiens pour leur donner des instructions. Oui, c'est les films que j'ai faits à partir de la pièce. Et comme nous avons filmé une seule nuit pendant 13 heures, et l'idée n'est pas avoir un deuxième take. Donc, l'action, il les coupe
3 heures après. Nous ne savons même pas que serait 13 heures. On a pensé 7, 8 à fin. Et la seule manière, c'est pour donner des instructions, c'est envoyer les messages par portable. C'est avant le WhatsApp. Donc, les films, j'ai fait en 2008. Et donc, ça a changé aussi la technologie. Et les caméramans, ils sont avec... oui, je peux parler avec eux. Et cette making-of, cet documentaire du film, c'est partie de la fiction que nous sommes en train de construire aussi. Donc, recevoir les messages, c'est partie aussi de l'histoire que nous sommes en train de raconter. Et tu as fait aussi une installation, parce que tu travailles aussi avec des installations. Ouais, c'est le 3e vol sur ce même matériel. On avait une installation avec les 3 écrans où nous projetons pendant le même temps du film. Donc, ça a commencé dans le même horaire, que c'était 17h30 et jusqu'à 16h30 du matin. Et donc, le public c'est en train de sortir, entrer et même boire avec les personnages et c'est une expérience performatique. Mais les spectateurs ne recevaient pas de messages de ta part. Non, mais c'est une bonne idée. La prochaine fois, on peut penser ça. Non, le spectateur, il est là, mais avec les 3 écrans. C'était libre. C'était libre, oui. Les spectateurs sont toujours libres. Et tu viens de parler de l'utopie, et ça m'a fait penser à la question que tu poses au personnage que tu as filmé dans Utopia. Il y a la question que tu poses, quelle est ta utopie? Alors, cette question revient pour toi. Ouais. Quelle est ta utopie? Maintenant, ma utopie, qui vraiment, c'est qu'on peut changer le gouvernement du Brésil, c'est peut-être presque un rêve, qu'on peut vraiment sortir de cette horreur qu'on a tombé. Et l'utopie, la vraie utopie, c'est qu'on peut avoir un monde un peu plus respectueux et où on arrête de détruire tout pour avoir plus et plus et plus et plus. Donc, ma utopie vraiment, c'est que j'ai vu beaucoup de choses quand j'ai voyagé pour faire le présent qui déborde. Parce que quand nous sommes en train de lire des choses qui sont loin de nous, c'est un peu comme nous sommes protégés. Mais quand nous sommes allés dans la réalité, c'est ça pour que c'est être vraiment fort de faire le documentaire, parce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas sortir, on ne peut pas, fermer et dire, OK, je ne vais pas voir, fermer les fenêtres et arrêter de voir. Quand nous sommes dans la réalité, et on peut voir des enfants qui n'ont pas même le droit d'exister, on pense, mais c'est quoi le monde que nous sommes en train de construire? Et donc, et je pense vraiment que nous sommes en train de marcher à l'abîme si nous n'arrêtons pas avec cet capitalisme sauvage qu'on a construit. C'est vrai que l'humanité est toujours sous la présence et la destruction, mais c'est pour ça que c'est important de regarder au passé pour vraiment essayer de faire un autre futur. Et donc, peut-être ça, c'est ma utopie. Mais c'est une utopie trop grande, peut-être, pour que même moi, je peux voir qu'elle va réaliser. Mais bon, je rêve. Il y a une autre question que tu as posée pendant que tu fais les interviews d'Utopie, c'est où est-ce que tu voudrais être? Tu sais, je pense que c'est ici maintenant, pour moi. C'est parfait.